Hello, welcome to Adagio Live and to our workshops on the Bach cello suites. Today, Gig from the second suite. And our guest today, I'm so excited, will be the writer, novelist, film director Eric Emmanuel Schmidt. And this will be a good opportunity for you to practice your French, in case you are not anyway born francophone, because we thought about it, we talked about it together with Eric Emmanuel, and I was convinced that if we have one of the most beautiful French writers, we should really enjoy his language. And of course he could have told us some ideas in English, but I think we will be much better off enjoying his amazing use of the French language, first of all. And in case you really cannot do anything with the French, if you watch later on the episode on YouTube, you will be able to enjoy what Eric Emmanuel will have told us through the generic translation. So I think this should work. So today, first part in English, second part in French. Before we go on to our Gig of the second suite, I want to thank a young cellist studying in London, Misha Favis, because if you remember in the last episode, I was puzzled about finding the right bass line in the second menuet of the second suite. There was a passage of 2 bars where I didn't find a satisfying bass line to accompany the melody that Bach is giving us, and he sent me something which I find very beautiful and very convincing. So with his agreement, I will post it on my Facebook, and so you can also maybe see if you have other ideas or if you are convinced by this one. Today I come to you from Lübeck, from the beautiful northern German city of Lübeck, and as it happens, we had a drink yesterday with a dear colleague and friend, Truls Svane. He is a professor here at the Musikhochschule and a wonderful cellist, and we were talking about many things, and then I told him that I was going to do this episode today about the Gig of the second suite, and he then mentioned, he said, maybe you could mention that the theme from the second suite altogether, from the prelude, but which goes through the whole second suite, is very similar to the theme of Brahms' E minor. So and now if we transpose, I dare to transpose for a moment Brahms' E minor in D minor, that would be so as you see this rising of the fifth and getting to the B flat is very similar, and I think he's absolutely right. Truls is absolutely right in thinking that it's not just by chance, because Brahms was absolutely obsessed, let's say it, by Bach and by his endeavor to establish himself in the great lineage of great German composers, and particularly in this sonata it's very striking. With this theme we could talk about this, but also using the old dance of the menuet and working on it in a very stylish way. And also, of course, the fugue in the last movement, the fugue symbolizing, I think, the great, mainly German music. But when we talked about this made me think about the fact that, so again, we find, look at
at the dialogue between the jig and the prelude of this second suite. Prelude. I on purpose leave the notes that are in between and just play the main theme. And now, as you can see, the upper and lower notes of each interval are exactly the same in the jig, but inverted. And again. And you can find example of this through all the suites. In this particular one, though, it is very, Brahms is very consistent. The menuet of the second suite starts with the 3 note of our motif of the prelude, which, and again. So again, a very similar motif. But one can find example in the first suite, you remember. So this prelude of this arpeggio of 3 notes is you find again in the menuet. Yes, and of course it's the beginning of the sarabande. And so on. And there are a last example I want to give, particularly about the way Bach wants to connect his first and last movements, is in the third suite when we have this descending scale. Yes, and of course, what does the jig do? A scale, but going up, also inverting. Yes, which is this process, of course, of inverting. We know so well because Bach has worked on it, of course, in his fugues. He has a theme, and then he will play the mirror of the theme and the inverted version. That's something that comes very often. I hope right now I'm a little bit puzzled because I see something on my phone that seems to suggest that there is a technical problem. If Eric could just send me a little message that we are online and that everything is going well. Eric, hello. Eric, can you send me a little text message that everything is going okay? Everything good. All right, good. Then I don't worry anymore about what I see on my screen. Very good. Now let's go through this jig. So as we mentioned, this. So we have 2 episodes of 4 bars, one in D minor, one in the neighboring F major, and then we start a little dialogue between the upper voice and the bass line, bass solo, bass solo. So what he starts doing here is making a very clear, playful intercourse, if I may say, between the upper voice and the middle voice. So we have the middle voice is just staying. So as you can see, the upper voice is very active, one could say. It's doing ostinatos, it's doing a lot of 16th notes, and what we have in the lower voice is something that could be like a timpani, you know, enjoying rhythmical energy. So
quite active sort of second voice pushing forward, while the upper voice is doing all these 16th note. And this sort of interplay goes on from here. So what he does here, it's still the same idea, but now the upper voice is still doing the 16th note, but sort of stuck on one motive. So it's called like an ostinato, just staying there. And this gives, again, a lot of energy, and the lower voice, the bass line, goes bar while. This ascending line, which creates tension. Now, I would encourage you, if you are a cellist, to play these voices separately and see how, when you bring them together, it's the interaction of these two voices that will create this extraordinary life. So, because if you play this one by itself, okay, there is energy, there is drive, but it's not going anywhere. If you play the bass line by itself, also not really, it's, you have a direction, but you are missing something, and it's a combination of both. And see how, after creating all this energy, when he comes to the final cadence, he still creates even more dynamic by going as far as possible in the range. So really the lowest possible note and the high register. In the second half, what I would like to mention, the first thing, so after we have, first we start in F major, everything is good. We have arrived in C major, and then we will have a longer G minor episode, which he creates by first doing a modulation from above, going down, and then he does actually the same dominant tonic but from below, and then the third time he creates more tension by bringing the Napolitan. Always this very insidious relationship between the A flat, the G, and the F sharp. Now again playing with two voices, but in a very different way than in the first half. The upper voice will just do, and then he leaves it there for a moment. So and while the lower voice will be very active. So we have inverted the roles, and then we again take over our upper voice, which just does two notes with a very active lower voice. And then he does a classic. We have already talked about it in preceding episodes, but he has created expectation. You know, one time, second time, and then we expect, and he does almost this, but in the last second he goes somewhere else. So we have and then the third time, which enables him to restart and go in a different direction. Then we have again this passage like we had in the first half with the ostinato and the moving bass line. And like the first time, a sort of what we think is a final cadence. So the first time
in the first part of the jig, this is how we finish. And of course, he makes a coda. And what does he do in the coda? He brings in this element, the timpani element, that we hadn't used yet in the second half. Finishing on a very, finishing this passage of 4 bars on a very dramatic chord, which leaves us in suspension, and then the falling down. And the rebound with the arpeggio going up. So, yeah, for me that's one more example of how Bach uses similar elements in the first and the second half, but of course he redistributes them in a way that makes it always unexpected and always very exciting. It is now the time that you have all been waiting for, our French-speaking moment. So, cher Eric Emmanuel, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es là? Oui, bonjour. Oui, cher Eric Emmanuel, bienvenue, quel bonheur, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous pour autour de Bach, parce que je sais que, je crois que c'est pas une exception, mais tu es très occupé en ce moment avec ton dernier livre, avec aussi une version audio, et donc voilà, énormément de travail, donc merci vraiment encore. Alors en fait j'aimerais commencer, avant qu'on vienne à parler de Bach, qui est évidemment le sujet qui nous intéresse, j'aimerais commencer avec quelque chose de plus général, une question qui m'est venue quand nous nous sommes parlé hier soir pour préparer cet entretien. Et on parlait justement du langage, on parlait de la langue, on évoquait la possibilité de faire ça en anglais, et puis que finalement la préférence de faire ça en français, et tu m'as dit quelque chose qui m'a interpellé. Tu m'as dit, mais je peux parler en anglais, mais en français, je peux improviser. Et pour nous, évidemment, musiciens, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc, c'est une chose dont on a parlé dans ces ateliers également. L'importance, surtout dans la musique baroque, etc., d'improviser de la musique, même la musique écrite, même si la musique, comme d'ailleurs sans doute la littérature, tu pourras nous en dire plus, mais il y a au départ, nos ancêtres, c'est la tradition orale, et dans les deux cas, c'est la même chose. Mais même dans la musique écrite, notamment la musique de Bach, etc., elle ne sera vivante que si on improvise un peu. Oui. Et je voulais te demander quelque part, est-ce que tu dirais que ce qu'il en est de même pour toi en tant qu'écrivain, et est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la part de construction, d'architecture, de projet, etc. Et quelle est la part, le moment où tu laisses glisser ta plume et où tu laisses les mots virevolter et où tu improvises? Je crois qu'il en est de même pour les musiciens et pour les écrivains. C'est-à-dire, il faut un équilibre entre la liberté et la maîtrise. Vous, musiciens, vous avez besoin d'avoir une maîtrise technique absolument formidable pour tout d'un coup, le moment puisse venir. Ce que les Grecs appelaient le kairos, hein, c'est-à-dire l'événement, le moment. Alors tout d'un coup, il se passe quelque chose avec les autres dans la salle, les ondes se répandent à la vitesse qu'il faut, chacun est touché, voilà. Mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail avant. C'est pareil pour les écrivains. Il faut une maîtrise totale de la langue pour ne plus y penser et qu'elle soit au service de la pensée, au service de l'humeur, au service de l'inspiration et au service du moment qui se crée. C'est pour ça, improviser, c'est extrêmement important parce que improviser, ça veut dire que c'est partager un moment unique avec l'autre, avec celui avec qui on improvise quand on se parle, ou au public auquel on s'adresse, et même dans l'écriture, les autres, pour moi, sont là. J'écris avec la présence des autres. Et je les provoque, et je les caresse, et je les chatouille, et je les frappe. Et puis je me replie, et puis je réapparais. L'autre est là. L'autre
toute parole est une parole adressée. Je pense comme toute musique est une musique adressée à l'autre. Ah là là, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est vrai que même mes étudiants qui ne comprennent pas le français, je vais leur parler de tout ça parce que tu vas exactement sur des points qui sont pour nous en tant que musiciens. Voilà, chaque note, comme tu dis, doit être adressée. Alors maintenant, venons-en plus spécifiquement à Bach. De toute façon, tu es parmi les écrivains, tu fais partie de ceux qui sont les plus... Enfin, où la musique est présente dans tellement une énorme partie de ton œuvre. Tu m'as dit aussi que d'ailleurs dans ton travail, souvent, tu écrivais en écoutant de la musique. Après Euh, avoir écouté de la musique. Après. Parce que s'il y a de la musique qui passe, c'est comme si quelqu'un me parlait. Je ne peux pas penser à autre chose. Mais la musique me met parfois dans les états que je veux atteindre. Et à ce moment-là, dans le silence qui suit la musique, j'écris. d'accord. Alors, tu as écrit sur Mozart, tu as écrit sur plein de choses. Est-ce que tu peux nous parler de Bach en général, mais avant qu'on en vienne même aux suites pour violoncelle, euh, quelle place il occupe dans ta vie? Bach, pour moi, c'est le musicien insaisissable. C'est-à-dire quand on croit le définir par quelque chose, immédiatement, il échappe parce qu'il est toujours plus que ce qu'on peut en dire. On va dire bêtement, par exemple, c'est de la musique savante. Et tout d'un coup, hop, en trois notes, il nous bouleverse. On va dire, c'est de la musique contrapuntique. Et puis tout d'un coup, il apporte une mélodie absolument sublime. On va dire, c'est de la musique sérieuse. Et il danse, comme on vient d'entendre avec cette gigue. On va dire c'est de la musique instrumentale. Et tout d'un coup, il y a des chants, soit pour le chœur, soit pour les solistes qui sont extraordinaires dans Bach. On va dire c'est de la musique sacrée. Eh bien non, il célèbre les plaisirs de la table, il célèbre les plaisirs du vin. On va dire c'est de la musique monumentale. Et puis tout d'un coup, une sicilienne avec flûte et clavecin, et c'est la légèreté, et puis un petit menuet pour le clavecin. On va dire c'est une musique bruyante d'orchestre, et puis tout d'un coup, on a les suites pour violoncelle où on est dans une solitude totale. On entend une voix. Alors, certains disent aussi non, mais c'est une musique purement pure. C'est une musique pure, une musique seulement musicale. Et puis, il y a les passions. Et les passions, tout d'un coup, elles nous arrachent autant d'émotions que de spiritualité. Donc, je pense que si un jour le duc de Weimar a réussi à mettre Bach en prison, aucun mélomane ne peut mettre Bach dans une cellule. Il s'en échappe toujours. Il est toujours plus que ce qu'on peut dire de lui. Il est toujours plus que ce que l'on croit. Et c'est pour ça quand on présente souvent Bach comme un grand sage, moi je dis qu'on pourrait aussi le présenter comme un grand fou, hein, parce que tout est excessif chez lui. On peut raconter tout Bach sur le mode du trop. Il fait trop d'enfants, il en fait 20. Il fait trop d'œuvres, il fait trop de répétitions, il fait trop de fugues, il fait trop de préludes. Tout est pléthorique, tout est trop. Et donc, quand on présente Bach comme un musicien de l'ordre, moi j'ai envie de dire c'est aussi un musicien du désordre, au sens où on sent toujours dans son chemin de créateur la lutte contre le désordre, les lignes qui pourraient ne pas consonner ensemble, la lutte contre l'effet de masse qui perdrait sa distinction. Le chaos n'est jamais loin chez Bach, mais toujours dominé. Et c'est ça qui pour moi, fait sa force. C'est-à-dire qu'il crée l'harmonie des sons, l'harmonie des rythmes, l'harmonie des timbres, il fait sentir perpétuellement qu'on échappe au chaos, qu'on échappe au tohu-bohu, qu'on échappe au désordre et à l'indistinct. Et c'est pour ça il est d'un équilibre qui dégage comme une force spirituelle. Euh, euh, on dit souvent que Bach, c'est l'art absolu, mais on peut se demander si c'est pas l'art de l'absolu. C'est-à-dire, il a tellement le sens de la totalité et de là où doit aller l'être, pas vers le désordre, le chaos, le néant, mais vers l'intensité, vers l'existence, vers la plénitude. Donc, c'est ce musicien-là.
Alors, moi, bien sûr, mes rapports avec Bach ont été aussi complexes que lui peut l'être, parce qu'il est tout ça et toujours autre chose. Donc, quand j'étais enfant, j'ai aimé Bach simplement parce que je ne savais même pas que c'était du Bach. Euh, Tout d'un coup, j'ai entendu, oui, l'aria de la suite numéro 3, j'ai entendu, oui, la sicilienne, certains chorales, et j'ai aimé passionnément cette musique sans savoir qu'elle était de Bach. Le problème, c'est qu'après, j'ai fait des études de musique et qu'on m'a expliqué qui était Bach. Alors là, j'ai cessé de l'aimer, je me suis mis à l'admirer. C'est-à-dire qu'il était trop grand pour moi, trop puissant. C'était plus un musicien de mon cœur, c'était un surmoi. C'était la statue du commandeur. C'était un colosse qui écrasait tous les autres musiciens, pas seulement les compositeurs, mais les musiciens professionnels ou les musiciens amateurs. Donc, je l'admirais tant que je ne l'aimais plus. Et puis, il est revenu. Ça, c'était mon adolescence. Et dans ma jeunesse, à partir de l'âge de 20 ans, il est revenu. Il est revenu sous la forme de la joie. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est ses œuvres les plus éclatantes, le Magnificat, les concertos brandebourgeois, une partie des suites pour violoncelle, toutes ces œuvres, par cette espèce de joie intense qu'elle délivrait, me sont redevenues intimes. Alors j'ai cru que j'aimais le Bach terrestre, j'ai cru que j'aimais le Bach matérialiste, le Bach des tavernes, le Bach de la bière et des saucisses, en aimant ce Bach-là. Et en fait, non, la joie, c'est quelque chose d'infiniment spirituel. Et ça, c'est une de forces de Bach. Il est peut-être même un des rares, peut-être Vivaldi à certains moments, mais Bach tellement plus, il est un des rares à savoir nous donner ce sentiment de la joie. Qu'est-ce que c'est la joie? C'est le rapport au plein. Hein. La tristesse, c'est le rapport au vide, au manque. On est triste quand il nous manque quelque chose, quelqu'un. Par contre, on éprouve de la joie quand on est complètement adéquat à nous-mêmes et adéquat à ce qui est, quand on se contente de ce qu'on a au lieu de toujours chercher ce qu'on n'a pas. Et Bach fournit cette joie d'une façon incroyable. C'est comme ça qu'il est revenu dans ma vie. Je croyais que c'était le Bach athée qui me parlait, et en fait, j'ai compris à ce moment-là que c'était le Bach le plus spirituel. Et puis après, un jour, il y a eu l'expérience de la Passion selon saint Matthieu, un concert, 4 heures. Et là, bon, j'ai vu encore l'autre Bach, c'est-à-dire celui qui est un mélange d'émotions, de spiritualité, qui offre un vrai chemin de vie à travers la souffrance et la joie. Et à partir de là, j'étais de nouveau assommé, mais aspiré vers le haut. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce Bach qui me faisait peur, ben, j'avais envie de le rejoindre. Et il est devenu une sorte de guide spirituel. Il fait partie de ma foi, il fait partie de mon chemin spirituel. C'est quelqu'un qui m'aide à penser, qui m'aide à réfléchir, qui m'aide à m'élever. Donc, c'est pour moi un musicien total. J'ai beaucoup de mal à en parler à cause de l'extrême importance qu'il a dans ma vie. Eh ben, je ne sais pas si tu as du mal, mais en tout cas, ça nous fait beaucoup de bien, en tout cas. Euh, J'étais heureux que tu parles de cette exubérance qui repose quelque part entre ces deux énergies qu'on trouve chez Bach, justement, qui sont la, la- il prend à bras le corps l'énergie brute de vie, et il travaille, et il profite de cette interaction, justement, de la construction, du concept, de la forme, de l'abstraction, et au contraire de l'incarnation, c'est-à-dire et l'interaction des deux donne cette vie, cette joie. Est-ce que tu en parlais tellement mieux, mais je... C'est totalement ce qu'on éprouve lorsqu'on te voit jouer les suites de Bach. Bon, tu sais très bien que moi, ton interprétation m'accompagne depuis des années Oui. parce que pour la première fois, j'entendais un musicien qui ne se rendait pas compte qu'il jouait de la musique baroque et qui se rendait encore moins compte qu'il jouait du Bach. Je plaisante, bien sûr. C'est-à-dire que
Tu étais allé tellement loin dans la pénétration de l'œuvre qu'elle avait retrouvé un naturel, un allant, une jeunesse qui m'ont parlé immédiatement. C'est très important. Mais voilà, moi, quand je vois un violoncelliste comme toi, ou d'autres, parce qu'il y en a d'autres qui sont bons aussi, mais tout d'un coup, prendre l'archet et pour saisir le violoncelle pour jouer du Bach, ça décrit exactement ce geste créateur que tu dis entre des tensions contradictoires. C'est-à-dire que pour moi, l'archet, c'est comme un burin de sculpteur. Et quand tu prends l'archet et que tu t'attaques, entre guillemets, au violoncelle, comme le sculpteur s'attaquerait au marbre, tu sculptes le silence. Parce que j'ai vraiment l'impression que les suites de Bach, c'est la musique du silence. Qu'avec le burin, on va chercher la musique qu'il y a dans le silence. Et le violoncelle est pour moi un instrument qui particulièrement dit ça. Parce que, à cause peut-être de la force de sa caisse de résonance, on entend la résonance, on entend le silence, on entend la fin du silence, l'entrée dans le silence, la palpitation dans le silence. Je trouve que c'est un instrument absolument merveilleux à cause de ça. Et c'est vrai que les suites de Bach, moi, m'ont toujours intrigué, parce que ça, tu vas peut-être pouvoir me dire, mais qui écrivait pour le violoncelle à cette époque-là? Justement, Hein? non. En fait, j'ai appelé toute cette série Un château dans le désert parce que c'est vraiment, justement, c'est vraiment une immense œuvre, un opéra. J'appelle ça un opéra parce que c'est la durée d'un opéra, parce que ça raconte une histoire, il y a une dramaturgie, ça dure plus de 2 heures. Et c'est ce qui normalement est la durée d'un opéra de Mozart. Mais ça, c'est apparu alors qu'avant, on avait quelques ricercar, des sortes d'improvisation écrite sans architecture. Non, Donc non, c'est mais vraiment... Ouais. c'est tellement étonnant ce surgissement du violoncelle. Et en même temps, du coup, il faut vraiment s'interroger là-dessus. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il a choisi cet instrument? C'est vrai que le violoncelle, c'était un peu un instrument d'accompagnement. Enfin, c'était la base, quoi. C'était le siège sur lequel s'asseyait le cul de la mélodie et rien d'autre. Et là, tout d'un coup, c'est lui qui prend la parole, c'est lui qui fait tout, qui fait la mélodie, l'accompagnement. Et moi, j'y vois comme ça poétiquement deux raisons. D'abord, la première, c'est que sans doute le violoncelle était plus proche de sa voix, puisque c'est vrai que le violoncelle est là où sont les voix humaines, particulièrement les voix d'hommes. Donc, j'ai toujours vu dans ces suites de Bach une sorte de journal intime, une espèce de confession au jour le jour de Bach, quelque chose qui a vraiment l'intimité que peut. J'ai l'impression qu'il a avec le violoncelle l'intimité que Chopin a avec le piano. Il tient son journal intime au violoncelle comme Chopin tient son journal intime au piano. Et puis j'y vois cet aspect démiurgique que j'évoquais, que pour moi, le violoncelle, c'est-à-dire cette façon visuelle aussi, parce que c'est beau de voir un violoncelliste, cette façon visuelle d'attaquer le son et de faire surgir la musique du silence comme aucun autre instrument. Ouais, c'est intéressant que tu parles de ce rapport au silence parce que il y a quelques semaines, Lambert Wilson était mon invité et il a beaucoup parlé de ça, de ce que ce travail sur le silence nous permettait d'aller vraiment dans des zones de nous-mêmes auxquelles on n'avait peut-être pas accès avec d'autres musiques plus, voilà, plus pléthoriques, disons. Oui, Et mais Bach, même quand il est pléthorique, il nous dit quelque chose. Moi, j'aime aussi les moments où Bach, entre guillemets, nous noie sous les notes, parce que ce sentiment d'être dépassé, c'est un sentiment hautement spirituel, c'est-à-dire qu'on est dépassé par quelque chose qui a de l'ordre du sens. Alors, le musicien s'y retrouve, parfois parce qu'il a la partition sous les yeux, l'auditeur se perd entre toutes les voix, entre toutes les interventions. Mais que c'est bon de se perdre dans ce labyrinthe-là, parce que ce n'est pas un labyrinthe gratuit, c'est un labyrinthe qui nous permet d'explorer la complexité du monde. Moi, je fais toujours un rapport entre ce que dit un grand compositeur et les théories du monde qu'il y a à son époque. Euh, Bach appartient à une époque où le monde est
on est en train de découvrir les lois du monde, les lois scientifiques du monde, la physique, les corps célestes, enfin, on est entre Galilée et Newton. Et donc, la physique est en train de se construire, on découvre l'ordre de la nature. Et Bach, comme un musicien, nous l'exprime, cet ordre, et toutes ces concordances et toutes ces harmonies. Après, le 19e siècle va être plus sensible aux forces. J'ai mon chien qui veut sortir. Bah écoute, Que dois-je faire? écoute, je crois que c'est le signal donné qu'il faut que je te libère. Ça y est, on lui a ouvert. On lui a ouvert. Ah, d'accord. Euh, tu voulais terminer ce que tu as Non, dit? juste simplement évoquer, le 19e siècle va plus être sensible aux forces contradictoires et qui animent le monde, et ça va donner la musique romantique. Et puis après, le 20e siècle va s'interroger sur l'arbitraire de cet ordre, est-ce qu'il n'est pas dû au hasard? Et du coup, il va y avoir les recherches des événements hasardeux dans la musique, ou l'invention de langages comme le dodécaphonisme, etc., qui sont purement artificiels, entre guillemets, puisqu'on va décider que 12 sons doivent se succéder, etc., pour perdre les repères. Mais à chaque fois, ça accompagne l'histoire de la physique. Comme si les grands génies qui peut-être ne lisaient pas les physiciens de leur époque, et même sans doute, mais participaient d'une conception du monde qu'exprime la physique et qu'eux expriment aussi. Formidable. Alors j'aurais une dernière question, parce qu'en fait euh, on est un petit peu arrivé au bout de notre entretien, mais et si tu la trouves impraticable ou je ne sais pas, tu n'hésites pas à me le dire. Est-ce que on peut, est-ce qu'il y a un écrivain dans l'histoire que tu peux mettre en parallèle avec Bach? Alors soit dans son exubérance, soit dans sa, dans la conception, soit je ne sais pas, ou dans la texture, ou même juste dans le ressenti, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est C'est un philosophe qui me vient à l'esprit, c'est Leibniz. Le grand philosophe Leibniz, à mon avis, est le cousin philosophique du musicien Bach. Mais un écrivain, non, je ne vois pas comme ça. Avec un tel sentiment de la plénitude, un tel sentiment de la solitude et de la joie. Non, non, c'est assez unique, mais c'est d'ailleurs pour ça que moi, qui suis écrivain et qui lis beaucoup les écrivains, j'ai aussi besoin de la musique, parce que certains musiciens, comme Bach de son côté, Mozart d'un autre, ou Debussy, me disent des choses qu'aucun écrivain ne me dira jamais. Merci beaucoup, Eric Emmanuel. Merci C'était à toi. vraiment merveilleux, toujours tellement inspirant de te lire et de t'entendre en plus. Merci à toi. Donc, merci, bonne fin de journée. Dear friends, next week my guest will be Bernard Fockrull, organist and composer, and it will be Friday at 7 o'clock, and we will start talking about the third cello suite and its prelude. See you there. Bye bye.